Mais d'abord, on va ouvrir l'émission en pensant aux événements de la semaine dernière, de plusieurs manières, en pensant au phénomène de la radicalisation avec un psychologue qui a étudié ce phénomène-là. Mais d'abord, en pensant à cette revendication, quand on agit au nom de l'islam, en fait, on agit au nom de quel islam? J'aurais même dû dire quand on dit agir au nom de l'islam, parce que je pense pas qu'il y a beaucoup, en fait, de musulmans qui se reconnaissent dans les actions que je viens d'évoquer. Alors, les djihadistes s'inspirent, commettent des crimes, semble-t-il, au nom de l'islam, mais effectivement, de quel islam on parle? Comment éviter que cette vision qu'ils veulent proposer ne se propage davantage aussi? Il y a eu les événements d'Ottawa, de Saint-Jean-sur-Richelieu la semaine dernière, qui ont amené des membres de la communauté musulmane québécoise à réfléchir, bien sûr, aux actions, message qu'il faudrait peut-être envoyer pour éviter d'être associé, bien sûr, mais pour éviter les dérives possibles aussi. Plus tôt, il y a aussi, du côté de l'Europe, 120 érudits musulmans sunnites de partout dans le monde, en fait, qui ont signé une lettre ouverte, une immense lettre de 22 pages appuyée sur de nombreux passages du Coran pour condamner les meurtres, les tortures, les exactions commises au nom de l'islam. Vous devinez bien que c'est pas ça qui a arrêté l'État islamique. Encore ce matin, on parle de 46 nouveaux morts commis, djihadistes de l'État islamique. Donc 46 membres d'une même tribu, des sunnites, tout comme ces membres du groupe armé État islamique. Ça devient tout ça extrêmement troublant. Devant moi, deux personnes qui ont accepté de parler de tout ça. Lamine Foura, d'abord, bonjour. Bonjour. Qui est cofondateur, secrétaire général du Congrès maghrébin, fondateur et président de Média Maghreb aussi, animateur d'émissions de radio. Jean-René Milot, bonjour. Bonjour. Islamologue, professeur associé au département de sciences de la religion de l'Université du Québec à Montréal, chercheur associé au Centre de recherche en immigration à l'UQAM. Donc, vous observez l'islam depuis des décennies, on pourrait dire, Jean-René Milot? Oui, exact. Depuis mes études dans les années 60, fin des années 60, et puis bon, alors j'ai suivi différentes choses, et puis quand on voit l'actualité, on se dit des choses qui prennent des proportions énormes aujourd'hui, dues à toutes sortes de facteurs, dont tout le développement des communications médiatiques, réseaux sociaux et tout ça, mais il reste qu'il y a des trames de fond qui sont là et qui prennent des proportions actuellement à cause des moyens modernes qu'on a. Et ce sont des choses, quand on parle de se réclamer de l'islam et du Coran pour commettre des choses comme celle-là, ça a toujours existé dans des proportions beaucoup plus marginales. L'impression des tas de choses, peut-être qu'on ne les connaissait pas, mais aujourd'hui, ça prend des proportions. Une petite chose, le fait qu'elle soit médiatisée, qu'elle soit connue, et ainsi de suite. C'est un effet d'entraînement possible, d'abord? Il y a ça aussi? C'est ça. Oui. Et à ce moment-là, c'est ce que ça pose comme question, c'est que quel est le vrai islam, que les vrais musulmans se lèvent. Et ça, alors, c'est pas simple, et on va y revenir. C'est pas d'aujourd'hui. Non. Ça a toujours été comme ça. C'est ce que vous appelez la fameuse trame de fond, là, de cette interprétation de cette grande question. La trame de fond, c'est qu'on a vu beaucoup d'illuminés dans l'histoire de l'islam, comme dans l'histoire du christianisme ou de l'hindouisme, qui tout à coup arrivent au nom, soi-disant, d'un écrit sacré, que ce soit la Bible, le Coran, les Mahabharata, et à ce moment-là, ils se pensent investis d'une mission de rétablir l'ordre, c'est-à-dire l'ordre que voit être prévu par le Coran. Sauf que leur lecture du Coran n'est pas celle du commun des musulmans. Voilà. Des différences très notables. Très notables, et on va y revenir. Au lendemain de la fusillade d'Ottawa, Lamine Foura, je sais que vous avez eu un appel du premier ministre Philippe Couillard. Qu'est-ce qu'il souhaitait établir comme dialogue avec vous? En fait, compte, c'était deux éléments. Le premier élément, c'est la question de la stigmatisation de la communauté musulmane. Donc, M. Couillard, en tant que premier ministre de tous les Québécois, a eu une inquiétude que suite à ces événements, que la communauté musulmane, donc les Québécois de confession musulmane, soient affectés par une stigmatisation dans la société. Et il a en fait, lancé un appel de soutien du gouvernement québécois envers toute la communauté musulmane, qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé, et qu'elle n'a ni besoin de se justifier, tout simplement, elle peut le condamner en tant que citoyen. Le deuxième volet, c'est voir, en fin de compte, comment la communauté, comme tous les citoyens, pourra participer à faire face à ce fléau. C'est des jeunes Québécois qui ont fait donc ce geste-là horrible. Donc, en tant que citoyens québécois, nous avons l'obligation morale, en tant que communauté musulmane, de participer à trouver des solutions. Ouais. Il y a des mots que vous ne voulez pas
utiliser Lamine Foura. Vous avez pas envie d'être obligé de vous justifier, de vous excuser. Par contre, vous dites que vous acceptez de condamner et de clarifier. C'est des verbes effectivement très importants, je pense, dans toute. Il y a eu un débat au sein de la communauté. Oui. C'est quoi notre meilleure attitude? Il y a eu une conférence qui a été organisée en début de semaine avec une présence de beaucoup de personnes, de nos concitoyens, donc québécois. Tout le monde était là. Et le débat, c'était c'est quoi la meilleure position? Moi, à mon avis, j'avais dit lors de cette conférence que la communauté musulmane n'a pas besoin ni de se dissocier, ni de se justifier, ni de s'excuser, parce que si je vais me dissocier, ça veut dire que c'est comme si je suis associé. Par contre, on a deux rôles très importants ou deux positions. Première position, c'est en tant que citoyen. En tant que citoyen, nous devons condamner. On a l'obligation de condamner. Et on ne doit pas jouer sur le flou à ce niveau-là. Je pense qu'il faudra que tout le monde et surtout les leaders de la communauté doivent condamner, même si c'est clair, mais on doit condamner en tant que citoyen. L'autre obligation qui est très importante, c'est la clarification. Et ça, c'est surtout l'élite de la communauté. Nos imams, donc nos autorités religieuses, ont l'obligation religieuse, quand il y a un amalgame, au-delà de l'objectivité de l'amalgame, de prendre la parole, d'expliquer et de démontrer une autre fois, parce qu'ils l'ont fait dans le passé, que ces actes-là n'ont rien à voir avec l'islam. Et c'est important de le faire aussi pour tous nos jeunes, pour qu'il n'y ait pas une couverture religieuse d'actes criminels. Bon. Alors, on va tenter, là, dans les prochaines minutes, d'essayer de comprendre, justement, de cette fameuse revendication, on fait ça au nom de l'islam. Qu'est-ce qui rend ça possible? Et je veux, écoutez, vous êtes deux grands spécialistes, là. On a l'impression, par moment, qu'il y a un continuum, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté une grande masse de musulmans totalement pacifistes et de l'autre côté des dérives sectaires complètement extrémistes. On a l'impression parfois qu'il y a un continuum, qu'il y a certaines mosquées où on est plus conservateur, qu'il y a certaines mosquées où on va tendre vers un discours un petit peu plus combatif, puis que tranquillement, c'est un continuum comme ça qui nous amène vers des positions plus radicales. Est-ce que c'est une mauvaise perception que j'ai ou est-ce qu'il y a un peu de vérité là-dedans? Moi, je pourrais réagir rapidement par rapport au nombre. C'est-à-dire qu'on parle de 250 000 musulmans au Québec, 1 million au Canada, 1,5 milliard à travers le monde. C'est sûr que si on ramène ça au nombre d'actes terroristes ou de personnes de confession musulmane impliquées dans des actes terroristes, c'est insignifiant. Et même si on fait un recensement des actes terroristes à travers le monde, le nombre d'actes terroristes reliés à l'islam n'est pas si important qu'on le pense. C'est une question de couverture qui est, à mon avis, un peu déséquilibrée, reliée au contexte de la politique au Moyen-Orient. Maintenant, ceci dit, si on parle maintenant de Montréal, moi, sincèrement, j'ai eu l'occasion avec monsieur Jean Emilio à faire les enquêtes dans les mosquées dans le cadre d'une recherche, comme assistant de recherche. Le discours en général dans les mosquées de Montréal, on peut dire qu'il est loin surtout de la radicalisation violente, il est vraiment mort. Et maintenant, il y a des mosquées qui sont plus orthodoxes en termes de la pratique de la religion, mais ça, on parle de la pratique de la religion dans le sens conservateur, loin de la violence. Ceci dit, c'est le réseau Internet qui est problématique à mon avis aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, même si la communauté est vigilante vis-à-vis du discours religieux, il y a beaucoup de débats au sein de la communauté. La communauté n'est pas monolithique. Il y a beaucoup de débats même au sein des responsables des mosquées. Il y a des gens qui disent non, il faudra vraiment qu'on fait des activités plus citoyennes. Mais le problème, c'est Internet. Internet n'est pas contrôlé aujourd'hui. C'est impossible de le contrôler. L'idée, c'est qu'il faut travailler sur l'éducation. La communauté n'a pas beaucoup de moyens. C'est une communauté récente. Elle vient de s'installer. On parle de 20 années comparé à d'autres communautés. Et elle essaie de se débrouiller avec les moyens disponibles pour pouvoir tout simplement ramener nos jeunes, ceux qui veulent pratiquer un islam ancestral, un islam de l'Andalousie, un islam qui a permis en fin de compte au monde musulman d'émerger à un moment de son histoire. Oui. Jean-René Milot, Lamine Foura vient de dire l'islam n'est pas monolithique. C'est la première chose, évidemment, qu'il faut constater, là. C'est pour ça peut-être que je parlais de continuum. Je sais pas si c'est le bon mot. Mais est-ce que de tout temps, même depuis que vous faites ces études, de tout temps, comme si ça remonte à des siècles dans votre cas, mais depuis le début de votre réflexion sur l'islam, est-ce que vous avez toujours constaté cette multiplicité de voix? Est-ce que ça s'accentue avec les décennies ou ça a toujours été là aussi? Ça veut dire que des choses qui ont toujours été là ont pris des proportions et surtout un ordre opérationnel qui n'était pas là. Autrement dit, l'islamisme, qu'on peut définir donc, comme étant, certains disent, un travestissement de l'islam, une dérive et tout ça. Bon, ce qu'on appelle l'islamisme, là, juste pour être sûr, c'est quand ça devient plus politique aussi, là. Un projet certains appellent politique. ça l'islam politique. Oui. Et ça, c'est un produit de la modernité. C'est un croisement, c'est pas quelque chose qui, quand on dit État islamique, on dit État.
État, le concept d'État-nation n'existait pas dans l'islam traditionnel. C'était des communautés qui vivaient les unes avec les autres, par exemple sous l'Empire ottoman. Alors, chaque communauté avait son système de droit et ainsi de suite. C'est un beau multiculturalisme avant la lettre, là. Mais ce qui est arrivé, c'est que au fond, on a essayé de moderniser les États musulmans, ce qui avait été créé de l'extérieur par la période coloniale. Et bon, ça a donné ce que ça a pu. Il y a eu des renversements. Alors là, on est dans une étape où, au fond, il y a des gens qui ont entrepris d'islamiser la modernité, ce qui est différent de moderniser les musulmans. Pas mal, oui. Pas mal. Et ça, à ce moment-là, l'idée d'État islamique, ça existe depuis à peu près le début du 20e siècle. C'est un théologien musulman indo-pakistanais, al-Mawdudi, qui a formulé le premier la théorie de l'État islamique, c'est-à-dire c'est un État. Donc l'État, c'est un emprunt à l'Occident, ça. C'est moderne. Oui. Et islamique, c'est-à-dire on conteste pas cette structure-là. Quand le Pakistan est émergé de l'indépendance de l'Inde, comme État, on a dit c'est un État islamique parce que c'est un État pour les musulmans. Mais après ça, la théorie est venue dire, un peu comme dans l'État d'Israël. Au départ, c'était pas un État hébraïque, c'est-à-dire qui était gouverné par la halakha. Alors, dans l'islam, pakistanais, c'est la même chose. La théorie a été mise en pratique avec succès politique, en tout cas par l'ayatollah Khomeini dans la révolution iranienne de 1970. Alors là, depuis ce temps-là, l'idée que l'islam doit gouverner les choses, que tout ce qui se passe dans un État-nation souverain doit être soumis à la volonté d'Allah qui s'exprime dans la loi islamique, la charia. Mais c'est tout le temps des systèmes mixtes. Ça n'a jamais été appliqué tel quel. Même en Iran, le Parlement n'a pas été aboli. Mm-hmm. Alors donc, c'est quelque chose qui est devenu un peu flou, mais en même temps qui fonctionne. Et dans certains cas... Qui fonctionne avec des entorses assez sérieuses aux libertés, aux droits humains. C'est clair, oui. Oui. Ça, c'est certain. Bon, alors, en fait, tout ce qu'on met dans le grand volet de l'islamisme, Lamine Foura, automatiquement, c'est là que ça devient problématique. C'est-à-dire qu'à mon avis, il faut distinguer le degré du problème. C'est-à-dire que le problème de l'islamisme est un problème d'ordre politique et qui a des implications sociales. Par contre, le problème du terrorisme, c'est un problème d'ordre idéologique qui a des implications sécuritaires. Alors, c'est ça ce qu'il faudrait faire. En France, on utilise beaucoup la notion de dérive sectaire aussi, hein. C'est l'anthropologue Dounia Bouzar, à qui on a parlé à quelques reprises, qui a son centre de prévention des dérives sectaires liées à l'islam. Est-ce que ça, c'est pas une distinction intéressante à faire? La distinction entre une pratique religieuse et quelque chose qui devient inadmissible pour d'abord tous les pratiquants modérés et sensés de la religion musulmane, qui devient carrément de l'ordre d'une dérive sectaire. Mais c'est ça aussi, mais je pense qu'il y a aussi l'ampleur de cette dérive. C'est que, et je comprends très bien le contexte de la gestion de l'information, et je reviens aux chiffres, c'est très important de relativiser les chiffres. Ben oui, on sait bien que c'est une minuscule, une infime part. Et c'est ça qui fait, à mon avis, qui occupe la communauté musulmane dans son intégration, parce qu'il y a aussi une intégration, dans sa majorité, c'est une communauté immigrante, donc il y a aussi une intégration socio-culturelle, professionnelle. Les débats qui nous suivent sur la question d'une minorité, d'une infime minorité, ne permet pas à cette communauté de s'occuper des vraies affaires. Et je pense ça, c'est intéressant. Et je pense que c'est ça le grand défi, c'est qu'il y a un agenda des événements qui nous imposent à venir parler. Donc aujourd'hui, on reçoit professeur Jean Emilio qui peut apporter beaucoup d'éclaircissements sur des vraies affaires. À l'UQAM, quand on a travaillé au niveau du Grimaire, c'était aller chercher, par exemple, c'est quoi le rôle de la religion dans la nouvelle identité québécoise chez les musulmans, par exemple. Ça, c'est des choses qui sont beaucoup plus pertinentes et ça nous éloigne un petit peu des vraies affaires. Ouais. Mais parlant de vraies affaires, là, on pourrait reculer encore beaucoup plus loin que les musulmans au Québec et se demander, est-ce que il y a pas, entre autres, deux grands courants. Écoutez, là, encore une fois, compréhension très sommaire et vous allez m'éclairer. Selon qu'on s'intéresse à la première partie de la vie de Mahomet ou à la deuxième partie où il devient plus lui-même, justement, un prophète, mais qui veut créer presque un phénomène politique ou qui devient aussi qui s'inscrit comme combattant. Et est-ce que c'est vous, Jean-René Milot, ou je me trompe, qui à un moment donné aviez dit, par défaut, le monde musulman a toujours accepté que c'est la première partie
la vie de Mahomet, qui est très pacifique, qui prône la tolérance et tout, qui devait être la conception de base de l'islam. Puis, est-ce que les choses n'ont pas changé après? Il y a beaucoup d'auteurs musulmans, théologiens, historiens et tout ça qui tiennent vraiment cette position. C'est-à-dire que la première période des révélations, où il y avait moins d'éléments politiques, Mahomet n'avait pas à gérer un mini-État, si on veut, une communauté. Alors, quand l'élément politique est entré, bon. Alors ça, là-dessus, actuellement, quand on parle de question de nombre, de proportions et tout ça, je pense qu'une réussite, si on peut appeler ça comme ça, des djihadistes et des extrémistes, ça a été de faire qu'actuellement, dans le conscient ou le subconscient, l'imaginaire psychosocial de l'Occident, la valeur par défaut de l'islam, c'est la violence. C'est très grave comme... C'est très grave. Ils ont réussi ce truc-là. Ça s'est réussi, bon, entendons-nous, de sorte que à ce moment-là, ce que ça déclenche, c'est que pourquoi les gens nos concitoyens ont-ils à se justifier? C'est de la culpabilité par association. Oui. Parce qu'on présume que l'islam, il y a quelque chose dans l'islam, dans le Coran, qui de soi déclenche la violence, alors que pendant des siècles, ça a été exactement l'inverse. Oui. Donc, est-ce qu'on devrait pas attendre de la communauté musulmane qu'elle prenne position ou qu'elle déclare, comme récemment un intellectuel le suggérait dans une lettre d'opinion, un intellectuel d'origine arabe, peut-être inopérant tous les versets qui appellent, qu'elle les déclare datés, qu'elle les déclare, je sais pas, moi, qui appellent au djihad, entre autres. Mais c'est là, je voudrais revenir sur la distinction entre les deux phases. Je suis pas tout à fait d'accord que cette distinction est aussi évidente et claire comme ça a été présenté. C'est-à-dire que, et même ça serait une erreur, à mon avis, de vouloir faire cette distinction pour la simple raison, c'est que quand on fait le débat sur la violence et religion, le débat est assez compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on dit que un musulman n'a pas le droit de faire un acte de violence, donc il peut pas être un policier, parce qu'un policier ou un militaire, la société d'un point de vue juridique, lui délègue le droit d'utiliser la violence pour maintenir la paix. C'est-à-dire, est-ce que donc les musulmans ne sont pas des moines, dans le sens où le débat sur la question de la violence, on parle pas d'une violence sous une autorité légitime, l'armée canadienne ou la police qui peut utiliser pour faire face à la criminalité et d'une certaine violence. Là, on parle d'une délinquance, on parle d'une violence. Le débat sur la violence en islam est éternel, et même la participation du prophète dans des opérations d'hommes d'État ont été totalement distinguées de son rôle de prophète. Il le faisait pas en tant que source divine, mais en tant qu'homme. Mais le problème, Lamine Foura, c'est que dans le Coran, ces versets-là se trouvent imbriqués les uns aux autres. Il y a et à un moment donné, il y a un verset qui dit nulle contrainte en religion, mais il y en a un autre qui dit combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier. C'est le cas de toutes les références religieuses. Mais il y a des religions qui ont pris leur distance, qui ont en quelque sorte accepté une exégèse qui va vraiment dire écoutez, on parle pas ici, bien sûr, de se lever les armes les uns contre les autres. Mais est-ce que ça, il y a à un moment donné une interprétation qui devrait être... Est-ce qu'on n'arrive pas aussi au problème lié au fait que chaque mosquée, chaque imam a le droit finalement d'avoir sa vision des choses? Ça, c'est intéressant. C'est que l'interprétation dominante depuis 14 siècles et aujourd'hui, par la majorité, ça démontre que c'est l'interprétation équivalente à ce qui a été fait dans les autres religions. Une interprétation parabolique de ces textes-là, contextualisée. Ouais. Par contre, au niveau de la formation des mosquées, ça, c'est un autre défi. C'est qu'aujourd'hui, il faut se poser la question, est-ce que nos imams, ils sont à travers le monde? C'est la question de la formation, la question de la légitimité religieuse qui est établie dans l'historique islamique par ce qu'on appelle ijaza, qui est l'autorisation. Donc, normalement, dans l'islam, c'est pas n'importe qui peut se réclamer imam. Alors, quand on parlait des vraies affaires tout à l'heure, c'est là qu'il y aurait du travail à faire pour faire les vraies affaires, pour moi, ça consiste pas à travailler sur le livre, à essayer de l'expurger au cas où quelqu'un, alors, ça consiste à quoi, Jean travailler sur le lecteur. Sur le lecteur. Se rendre compte que, au fond, on lit, en tout respect, pour moi, les livres sacrés, que ce soit le Coran, la Bible ou le Mahabharata ou ainsi de suite, c'est comme une auberge espagnole. On y trouve ce qu'on y apporte.
Autrement dit, si quelqu'un ouvre le Coran, la Bible ou d'autres écrits réputés sacrés, avec la rage au cœur, il va trouver plein de choses. Pour se donner raison d'être violent. Pour légitimer, ça, c'est ça. Si quelqu'un, par contre, ouvre les mêmes livres avec l'idée que les humains sont tous égaux, hommes et femmes, qu'on ne doit pas attenter à la vie humaine, qu'on doit respecter les cultures et tout ça, là aussi, il va trouver dans le Coran comme ailleurs plein de choses qui légitiment sa position. Alors, à ce moment-là, la question à se poser, c'est pas qu'est-ce que dit le livre, c'est pourquoi telle personne ou tel groupe, à un moment donné de l'histoire, parce que c'est toujours la culture qui détermine. Le lecteur est cultivé avant d'ouvrir le livre. Il y a déjà une culture qui est là. Alors, son rapport au livre passe par sa culture. Alors, à ce moment-là, la question à se poser, c'est non pas qu'est-ce que dit le livre, mais pourquoi à telle période, dans un contexte donné, telle personne ou tel groupe choisit de retenir, de lire le livre d'une façon plutôt que de l'autre, d'une façon pacifique, plutôt que d'une façon, si on veut, belliqueuse. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour... c'est un peu la poule et l'œuf, là, la Minfoura. La religion est censée nous aider, nous former. Toutes les religions sont là pour ça, nous faire de nous des gens meilleurs. Mais là, c'est comme si Jean-René Milot nous disait, faut qu'on soit meilleur avant de lire le livre pour bien le lire. Il y a une dialectique dans ça. Il y a un dialogue entre le livre et le lecteur. Il y a un ajustement continuel. La compréhension du livre, qui est supposément être éternel, on dit en théologie musulmane, oui, le livre est éternel, mais la compréhension que les humains en ont, elle varie selon l'espace et le temps, parce qu'il y a trop de richesse dans le livre pour que les humains puissent complètement la compléter, la contrôler. Les événements malheureux de la semaine passée nous démontrent ça. C'est que c'est des personnes qui ne sont pas reliées à des mosquées d'une façon continue, je pense pas qu'ils ont eu dans une année d'étudier l'islam. Donc, ça, on revient que le lecteur, et c'est peut-être son contexte international, parce que je pense que jusqu'à présent, en tout cas, on parle d'une connexion plus par Internet et tout ça. C'est sûr que donc le travail sur le lecteur est un problème, mais même ça, ce n'est pas seulement sur la violence, parce que en termes de nombre, et je pense qu'il faut toujours revenir au nombre, parce que quand on présente le problème, c'est insignifiant, c'est grave, c'est des événements dramatiques, grave, mais je vais donner un exemple. Si on compare l'événement de Bourg qui est arrivé il y a pas très longtemps, à Moncton, vous voulez dire. Moncton, en termes d'action, l'action est beaucoup plus professionnelle, l'action est beaucoup plus spectaculaire, comparée à des événements qui sont d'ordre artisanal. On parle d'une voiture mais on a parlé plus de leur événement que d'un événement qui est vraiment problématique et qui est beaucoup plus professionnel en termes d'actes. Donc on a valorisé en parlant plus de cet événement, et c'est là qu'on est en train de pousser le lecteur dans le mauvais sens, parce que des personnes en recherche de valorisation sociale, ils vont tout simplement utiliser ce genre d'actes. Alors c'est très intéressant parce que ça ouvre la porte complètement à notre prochain invité.